Bonjour à tous, je suis le professeur Patrick Tougnan, je dirige le service de nutrition et gastroentérologie pédiatrique de l'hôpital Trousseau à Paris. Et au mois de décembre dernier, avec mon collègue Christophe Cellier et avec l'aide de Dr Cher et Johnny Ben, nous avions fait un webinaire sur la maladie cœliaque qui avait été extrêmement suivi. Vous aviez été très nombreux et vous nous aviez posé beaucoup de questions. Malheureusement, nous n'avions pas pu répondre à l'ensemble de vos questions et c'est pour cette raison que nous vous avons sélectionné les principales questions que vous nous avez posées et on va essayer d'y répondre. La première, c'était celle-là: que faire devant un enfant qui a des symptômes qui évoquent une maladie cœliaque, mais qui ne réunit pas tous les critères diagnostiques? C'est une situation qui n'est pas si rare que ça. Alors, je rappelle juste les critères diagnostiques de la maladie cœliaque chez l'enfant. Elle est différente chez l'adulte, Christophe Cellier l'avait dit. On fait maintenant le diagnostic le plus souvent sans faire de biopsie. Si les IgA antitransglutaminase sont supérieurs à 10 fois la normale et les IgA anti-endomysium positives, le diagnostic peut être posé uniquement avec ces examens. S'il manque l'un de ces deux éléments, si les IgA antitransglutaminase sont inférieurs à 10 fois la normale ou les IgA anti-endomysium négatives, dès lors la biopsie devient nécessaire, comme chez l'adulte. Et on pose le diagnostic de maladie cœliaque si on est au stade de marche 2. On va revenir tout de suite sur ce stade. Alors, la situation qui peut arriver, on a un tableau typique clinique de maladie cœliaque et on n'a pas le marche 2, on a le marche 1. C'est quoi le marche 1? C'est une augmentation de la lymphocytose intraépithéliale sans les critères de marche 2 ou de marche 3, c'est-à-dire sans hyperplasie des cryptes, ni atrophie villositaire. Cette situation, normalement, ne permet pas de poser le diagnostic. Mais lorsque la symptomatologie est évocatrice, on ne peut pas rejeter ce diagnostic sans essayer de voir si on ne s'est pas trompé. Tout d'abord, d'ailleurs, en corrigeant un faux négatif, c'est-à-dire qu'on va voir si l'enfant n'est pas déjà sous un régime sans gluten ou pauvre en gluten, ce qui peut négativer la biopsie. Et puis, lorsque celui qui a lu la biopsie n'a pas une grande habitude, il faut faire relire la biopsie. Ça nous est déjà arrivé de corriger le diagnostic. Si ces faux négatifs ont été exclus, on va rechercher d'autres arguments biologiques. C'est là où on peut faire un groupage HLA DQ2, DQ8. Vous savez que l'extrême grande majorité des cas ont soit un groupe HLA DQ2, soit un groupe HLA DQ8. En l'absence de ces groupes HLA, on peut exclure le diagnostic de maladie cœliaque. Et puis, on va rechercher des carences nutritionnelles, notamment une carence martiale qui est souvent un signe biologique de maladie cœliaque. Et puis, si néanmoins, on est encore dans le doute, eh bien, on peut tenter de mettre l'enfant sous un régime sans gluten. Et là, dans 50% des cas, ça améliore les choses. Alors, attention à l'effet placebo, mais ça peut être aussi une biopsie qui a été faite à un endroit où c'était encore un marche 1, mais peut-être qu'à côté, ça aurait été un marche 2. C'est une situation qui n'est pas simple. Deuxième question que nous pouvons nous poser: comment suivre un enfant atteint de maladie cœliaque? Quel bilan? À quel rythme? Il faut savoir qu'après la mise sous régime sans gluten, les signes cliniques disparaissent très rapidement. En 2 à 4 semaines, ils ont totalement disparu. Et même en quelques jours, diarrhée, vomissement, ballonnement, tristesse, fatigue, reprise de poids, s'améliore très rapidement. C'est très impressionnant. La reprise staturale est plus lente. Il y a même des cas où l'enfant met 1 an avant de reprendre sa croissance staturale. Il ne faut pas s'inquiéter. Lorsque les carences, notamment en fer et en vitamine D, sont importantes dès le diagnostic, il est parfois nécessaire de donner des compléments alimentaires, le temps de corriger ces carences. La sérologie, elle, met plusieurs mois, voire plus d'1 an à se négativer. Donc, au début, il ne faut pas s'inquiéter, on y reviendra. Quant à la biopsie, quand on l'a faite, on ne la refait plus maintenant, mais elle peut se mettre plusieurs mois, voire plus d'1 an avant de se négativer. Alors, qu'est-ce qu'on surveille? On a posé le diagnostic de maladie cœliaque, on a mis l'enfant sous un régime sans gluten, on le revoit. Qu'est-ce qu'on va surveiller? Bien évidemment, l'observance du régime sans gluten. Et là, attention à l'adolescence. C'est un moment où on sort avec les copains et on a honte de manger sans gluten et on se met à remanger du gluten. Période à surveiller. Deuxièmement, si le régime sans gluten est mal suivi, il va falloir surveiller l'apparition de carences nutritionnelles importantes, fer, vitamine D, calcium, et donc faire des dosages ou les explorations ad hoc. Enfin, il faut savoir que même avec un régime sans gluten bien suivi, ces enfants sont
à risque de développer des complications, des maladies auto-immunes. La maladie cœliaque est une maladie auto-immune, donc on peut développer d'autres maladies auto-immunes, notamment diabète insulinodépendant et hypothyroïdie. Et il faut savoir aussi que les troubles psychiatriques, notamment l'anorexie mentale ou les troubles du comportement alimentaire, sont multipliés par 1,4 chez les enfants qui suivent un régime sans gluten. Alors, quel bilan faire pour surveiller ces éventuels problèmes qui peuvent survenir? Tout d'abord, pour l'observance du régime sans gluten, on va interroger l'enfant, l'adolescent, et notamment rechercher du gluten caché. Le plus classique, c'est l'enfant qui fait très attention à ne pas manger de pâtes, de pain, mais qui mange des plats en sauce à la cantine, qui contiennent très souvent du blé. Le dosage des IgA antitransglutaminase ou des IgG en cas de déficit en IgA total permet de voir si le régime est bien suivi. Et puis, si on a un doute, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, l'enfant semble suivre son régime, mais les IgA antitransglutaminase sont positives, eh bien, il faudra faire une consultation diététique à l'aide d'une diététicienne ou d'un diététicien qui va pouvoir voir s'il y a des anomalies. Les carences nutritionnelles devront aussi être recherchées comme tout enfant. Je rappelle que l'équilibre alimentaire chez l'enfant, c'est 2 produits carnés par jour pour assurer les besoins en fer, 3 produits laitiers par jour pour les besoins en calcium, et ne pas oublier la supplémentation trimestrielle en vitamine D. En cas de suspicion de carence, un bilan, notamment le dosage de la ferritinémie, devra être réalisé. Enfin, les complications. En pédiatrie, j'avoue, moi, je ne fais pas la recherche systématique de diabète ou d'hypothyroïdie par le dosage glycémie, TSH et les anticorps anti-TPO. Mais ce n'est pas une erreur de le faire systématiquement une fois par an. Et puis, n'oubliez pas les troubles psychiatriques. Alors, à quel rythme on va faire tout ça? Eh bien, jusqu'à normalisation de la sérologie, c'est tous les 3 à 6 mois. Puis, lorsque la sérologie s'est normalisée, vous voyez l'enfant une fois par an, donc avec le bilan que je viens de vous énumérer. Dernière question, comment distinguer une allergie au blé ou une hypersensibilité au gluten d'une maladie cœliaque? Eh bien, je rappelle, les maladies liées au gluten sont au nombre de 3. Il y a les maladies auto-immunes, c'est bien sûr la maladie cœliaque, les allergies au blé, IgE ou non IgE médiées, et puis, quand c'est ni une maladie auto-immune, c'est-à-dire ni une maladie cœliaque, ni une allergie au blé, on parle d'hypersensibilité au blé ou d'hypersensibilité au gluten. Alors, l'allergie au blé, on va distinguer donc ces 3 pathologies. L'allergie au blé, comme je vous l'ai dit, il y a les formes IgE médiées qui sont faciles, des réactions immédiates lors de la prise de blé. On peut s'aider d'IgE spécifiques au blé ou des tests cutanés, des prick tests. Alors que les formes non IgE médiées sont plus compliquées. C'est n'importe quel symptôme qui apparaît à distance de la prise de blé. Vomissements, diarrhée, mauvaise croissance. Et là, aucun examen n'est possible, seule l'épreuve d'exclusion-réintroduction permet de poser le diagnostic. L'avantage de l'allergie au blé, c'est que s'il faut un régime strict au départ, chez l'enfant, au bout de quelques mois à années, cette allergie disparaît, guérit. L'hypersensibilité au gluten non cœliaque, Christophe Cellier vous en avez parlé, c'est une maladie dont le diagnostic est purement clinique. Ce sont des enfants qui se plaignent de n'importe quel symptôme lorsqu'ils mangent du blé, et ces symptômes disparaissent lorsqu'ils arrêtent de manger du blé. Il n'y a aucun marqueur biologique. La physiopathologie est mal connue. Alors, on évoque un intestin irritable, c'est le cas le plus fréquent. C'est les fameux FODMAPs, les molécules fermentescibles. Dans le blé, il y a du fructan qui fait partie des FODMAPs. Et lorsqu'on a un intestin irritable et qu'on retire le blé, eh bien, on se sent mieux. Mais ça peut être aussi une allergie au blé atypique ou on revient à la maladie cœliaque, une maladie cœliaque à minima. En effet, dans cette étude pédiatrique, elles sont rares. Vous voyez, sur ces 15 enfants qui avaient une maladie, une hypersensibilité au gluten, donc qui n'avaient pas de maladie cœliaque, eh bien, il y a des éléments quand même qui rapprochent. Regardez, 10 sur 15 avaient des IgG antigliadines positives et même un avait des IgA antigliadines positives. Ce n'est pas un signe formel de maladie cœliaque, mais ce n'est pas ce qu'on retrouve dans la population générale. C'est la même chose pour le groupe HLA-DQ2, DQ8, qui représente à peu près 30% dans la population générale. Ici, on est à pratiquement 50%. Et puis enfin, dans l'histologie, 2 de ces 15 enfants avaient un MARCH1, une lymphocytose intraépithéliale. Si c'était des enfants normaux, entre guillemets, ils auraient une histologie normale. Donc voilà les 3 mécanismes, mais il ne faut pas oublier que dans certains cas, c'est simplement un effet nocebo, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir avec une quelconque pathologie. Voilà la seule étude pédiatrique, 31 enfants de 11 ans qui sont suspects d'hypersensibilité au gluten, on leur exclut le blé en ouvert,
Normalement, s'ils ont une hypersensibilité au gluten confirmée, les symptômes doivent disparaître. Et vous voyez qu'il ne disparaît que chez 28 de ces 31 enfants. Et à ce moment-là, en double aveugle, ils vont soit recevoir une capsule de gluten, l'équivalent d'une baguette, soit un placebo, en crossover, c'est-à-dire que pendant 2 semaines, ils vont avoir l'un ou l'autre. Pendant une semaine, il va y avoir un wash-out, c'est-à-dire rien du tout. Et puis ensuite, ceux qui ont reçu le gluten vont recevoir le placebo et inversement. Et on va leur dire, est-ce que ça te provoque des symptômes? Et comme vous le voyez, seulement 39%, un peu plus d'un tiers, vont avoir des symptômes avec le gluten. Donc, pour les autres, c'est ce qu'on appelle un effet nocebo, puisque c'est le placebo qui provoque des symptômes. Alors, bien sûr, c'est important de poser le diagnostic d'hypersensibilité au gluten. Pourquoi? Parce que dans les 2 autres diagnostics, la maladie cœliaque et l'allergie au blé, l'exclusion du gluten, du blé, est stricte. Alors que dans l'hypersensibilité au gluten, eh bien, les enfants peuvent tolérer une quantité réduite de blé, ce qui, bien sûr, rend leur vie infiniment plus facile. Il faut trouver le seuil à partir duquel ils tolèrent le gluten, et donc ils peuvent manger un tout petit peu de gluten. Donc, pour terminer, quels sont les messages à retenir? Devant un enfant qui a des symptômes qui évoquent une maladie cœliaque, mais dont la biopsie intestinale est un marche 1, eh bien, on peut tenter un régime sans gluten, mais après avoir corrigé un faux négatif ou réuni d'autres arguments biologiques. Deuxième message, le suivi annuel d'un régime sans gluten repose sur 1, l'observance du régime, 2, la recherche de carences nutritionnelles à l'interrogatoire, et 3, la recherche d'une maladie auto-immune. Enfin, il faut distinguer une hypersensibilité au gluten d'une maladie cœliaque ou d'une allergie au blé parce que la vie de l'enfant devient plus facile puisqu'il n'est pas obligé d'exclure de manière stricte le gluten de son alimentation. Voilà, j'espère avoir répondu aux principales questions que vous avez posées et je vous dis à bientôt. Au revoir à tous.